Merci, chers collègues. Oh, le philosophe est là. On a voulu boucler la boucle. C'est un moment. Bon, merci. Donc, mon intervention s'inscrit normalement dans un ordre un peu différent, relativement, bien sûr, par rapport à ce qui a été avancé jusqu'à maintenant, mais bien sûr dans son rapport avec un certain nombre de réflexions, notamment qui ont été développées surtout par M. Aboul Hassani, surtout. Une remarque d'abord, bon, concernant M. Abou Ahmed, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, concernant l'idée de gouvernance, parce que tout à l'heure vous avez dit que c'est une nouvelle idée. Normalement, ce n'est pas une nouvelle idée, parce que normalement rien n'est nouveau, tout est construit, tout est reconstruit historiquement, et on peut même aller plus loin et dire que c'est une notion aussi qui figure dans la philosophie classique. Hein, je parle voilà, d'un certain nombre de philosophes, économistes, à titre d'exemple Aristote. Il m'est arrivé voilà, de lire tout un numéro spécial de la revue de métaphysique et de morale consacré à conception économique d'Aristote. D'accord, intitulé Aristote, économiste méditerranéen. Sans faire allusion bien sûr à Platon, pourquoi pas? Parce que Platon lui-même a utilisé déjà la notion. D'accord, au sens politique aussi bien qu'au sens technologique, et surtout dans le cadre d'une certaine conception, voilà, une conception voilà, qui concerne surtout la cybernétique. Voilà. Alors, une chose encore, c'est à propos de la valeur. Tout à l'heure, je vais parler de la valeur, mais dans une autre direction. Pourquoi? Parce qu'il y a des critiques, bien sûr, à adresser, vous allez voir comment, à l'entreprise, à l'économisme aujourd'hui. Et donc, la thèse fondamentale que je soutiens, c'est que l'entreprise ne crée pas de valeur. Hein? On va voir dans quel sens faut-il donner à la question de la valeur. D'accord. Alors, je commence. La mondialité est devenue un fait d'indépendance économique et d'universalisme technique. Les lignes de force des structures économiques sont la productivité, l'investissement, la rentabilité et la planification. Ces structures reposent sur l'universalisme du marché et de l'argent, la concentration des entreprises et des empires industriels ou bancaires, l'internationalisation des économies, les interconnexions généralisées. Mais la réalité est aussi chaos et crise, inégalité de développement et développement de l'inégalité. On constate aujourd'hui qu'il n'y a pas de cohérence entre le progrès économique et le progrès social. Il y a une contradiction, une divergence entre les intérêts de l'entreprise et les intérêts de la société. D'accord. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut situer la notion de valeur. Alors, témoigne à cet égard la trop évidente réalité du chômage, l'exclusion sociale, la peur des risques engendrés par les nouvelles technologies, la crise du sens, de l'aspiration, de l'espérance, les 17 morale, affective et psychologique, l'insécurité qui renvoie à l'angoisse existentielle. Ces phénomènes ne s'expliquent pas seulement par une logique de la rationalité systémique, mais aussi par ce que j'appelle la boîte noire de l'économie, ou des politiques économiques, n'est-ce pas, Madame Algren? Hein? C'est le cas, par exemple, voilà, des pratiques de corruption, d'accord. Le cas, par exemple, des intérêts financiers d'une minorité, l'exploitation de l'argent corrompu, le problème de la redistribution de la richesse, etc. D'accord. Dans cette situation, que veut l'économie? La performance technique, le dynamisme commercial et les résultats financiers ne peuvent, eux seuls, voilà, suffire à définir une stratégie économique. L'économie n'est pas une science, une simple technique de l'action rationnelle,
Il n'est plus la science cartésienne ou de tendance naturaliste comme une science des chaînons dans la chaîne de l'explication causale. Il n'est plus réductible en sa totalité à des systèmes d'équations, même fonctionnels, ou à des automatismes automatiques, ou à des automatismes. Il est une science de phénomènes qui sont aussi relations humaines. L'homme, ses intérêts, ses goûts, ses initiatives ne peuvent être ramenés à des équations mathématiques. La compréhension et l'harmonisation du réel exigent des jugements de valeur, c'est-à-dire une philosophie de l'homme. Une philosophie de l'homme qui fournit à l'économie la norme de valeur nécessaire à sa compréhension et à sa connaissance du monde économique. L'idée de la neutralité axiologique est repoussée au profit d'une idée de l'homme. La rationalité économique, celle du calcul, comme celle de toute décision économique, est finalement soumise à un jugement de valeur objectif et subjectif. Voilà, je te laisse tomber certaines choses. Il s'agit finalement, voilà, de satisfaire les besoins du sujet économique dans sa totalité et non l'homme mutilé ou décomposé. Ce ne sont pas des préjugés philosophiques ou moraux qui poussent l'économiste à soumettre ses observations du réel et son plan à un jugement de valeur. Ce sont les conditions d'une application et d'une harmonisation rationnelle des phénomènes économiques qui s'imposent à la théorie comme à la pratique, une idée, c'est-à-dire une idée de l'homme. Il y a donc une place à la problématique des normes en économie. Une norme n'est ni un objet à décrire, ni une théorie en puissance, mais une idée directrice, une exigence, un a priori qu'il faut considérer face à la société économique contre le capitalisme libéral ou étatiste, la technocratie, la société de consommation, la publicité, les gadgets, la productivité, la rentabilité, etc. C'est cette norme qui permet de régler l'économie, de la perfectionner et de l'harmoniser face au dérèglement, au désordre que la société économique a introduit, tout en pensant à un nouveau centre régulateur en développant de nouvelles régulations. De ce point de vue, l'économie et l'éthique ne sont pas des notions antithétiques, mais deux notions qui vont bien ensemble. À la base de l'éthique, il y a la responsabilité. Cette dernière suppose solidarité et relations éthiques. Il signifie ou il explique, voilà ce que Simondon appelle relationnalité. Si l'économie, ou les économies dites sociales, socialement responsables, solidaires, relationnelles sont justifiées, il reste bien sûr beaucoup de choses à faire. Par exemple, la démocratie n'est pas seulement un état de système politique, mais plus encore un travail et un combat permanent pour subordonner l'organisation sociale à des valeurs, la rationalité et la liberté. La raison ne se réduit pas à l'intérêt ni au marché. Le triomphe de la raison instrumentale est insuffisant, car il ne s'agit que d'un déterminisme technologique qui s'est souvent infiltré derrière l'expression de société industrielle. C'est le travail critique de la raison qui fonde la modernité. Cette dernière est à la fois liberté et travail, communauté et individualité, ordre et mouvement. Il réunit ce qui était séparé et lutte entre les menaces de rupture qui tendent plus dangereusement à séparer le monde des techniques et celui des identités. Il n'y a pas que la rationalisation, il y a aussi la subjectivation, la complémentarité de la raison et du sujet,
de la rationalisation et de la subjectivation, au sens freudien. C'est une complémentarité dialectique qui définit la modernité. Dans cette perspective, il faut bien sûr examiner la question ou éviter ou arracher le développement à la querelle moyen-fin. Comme dit Edgar Morin, il s'agit d'établir ou de la mise en relation entre les moyens et les fins dans un rapport bien sûr dialectique, et donc c'est ce qu'elle appelle lui-même la dialectique du cheminement. C'est une attitude itinérante qui s'impose parce que ce qui est en jeu, c'est le développement comme une notion totale. Comme une notion totale, et la croissance ne se réduit pas au simple développement, mais l'enjeu principal consiste essentiellement dans le développement d'une vision politique large, c'est-à-dire ce que j'ai appelé une anthropolitique, donc capable de réunir ce qui a été séparé. Le développement doit perdre son sens économistique barbare. La vraie finalité de l'économie, c'est être socialement. L'être ne s'aligne pas à l'avoir. À un moment où la consommation devient la morale de la société moderne, Alberto Moravi nous propose l'image d'une machine intestinale, l'image de ces organismes réduits à de simples tubes digestifs, intégrant, digérant, évacuant et ne produisant rien que des excréments. Je m'excuse pour le terme, surtout si on le traduit en arabe. Et donc c'est pas la peine, puisque l'excrément ici, c'est le symbole freudien, donc au sens psychanalytique du terme, de l'âge. Ça. Alors, l'avoir nous constitue, l'avoir, c'est vrai, l'avoir, il pose un problème, n'est-ce pas? L'avoir ne constitue qu'un moment de l'être et une économie qui se donne celui-ci comme objectif ne peut spéculer indéfiniment sur l'accroissement de celui-là. Aujourd'hui, la notion même de rationalité s'est déplacée de ce que Tillich appelle la raison ontologique englobante à la raison technique instrumentale, prenant de plus en plus valeur de normes. La logique de la rationalité économique, c'est la rationalité formelle maximisante. Pour la rationalité formelle maximisante, maximiser pour maximiser. Le moyen devient fin. La logique de l'instrument s'impose aux hommes. La justification des actions humaines, etc. se trouve désormais dans la technique transformée comme en idéologie. Il y a une axiomatique de la finalité économique, un principe d'économicité qui va prendre, selon Dumont, valeur de norme et prétendre s'imposer à l'ensemble des conduites humaines. Mais un rationalisme raisonnable doit reconnaître ses limites. La rationalité de l'être ne se confond pas avec celle de l'avoir. Il n'y a pas que des exigences de l'être, de l'avoir, il y a aussi et surtout celle de l'être. De là, une économie de l'être dont ses besoins illimités, une économie normalement qui doit accepter, à mon sens, une mutation, une révolution psychologique, voire même une ouverture existentielle. Le passage de l'avoir à l'être, le passage de l'essence à l'existence, c'est aussi le passage d'une société centrée sur les choses, marchandises, travail, capital, etc., à une société centrée sur les hommes. Mais ce passage ne peut être réalisé que par la mise en valeur des discours substantiels, des mesures créatrices
recréatrice, génératrice de sens de la vie par une perspective d'apaisement et de satisfaction dans l'existence, dans un monde où la croissance de l'avoir n'est plus création, mais destruction de l'être. L'économie assume une responsabilité particulière et lui appartient de pourfendre le fétichisme des choses dont parlait tout à l'heure M. Abou pour participer à l'avenir, voilà, qui se poursuit à travers l'espèce humaine. Et merci. Alors, merci M. Damoum, notre grand philosophe. Je résume. Anti-argent. Il est contre l'argent. Lorsqu'on parle de la politique économique, c'est vrai, le petit chapitre, le cours de l'économie. La politique économique, qui est l'aspect pratique de l'économie politique. Alors, toujours, on adopte une politique, une stratégie macroéconomique afin d'atteindre les objectifs macro. Les objectifs macroéconomiques sont scindés en expansion, croissance et de développement. Pour atteindre le développement, il est nécessaire d'abord d'améliorer l'activité économique à travers l'accroissement des grandeurs macroéconomiques qui sont. À court terme, le long terme, si on ne touche pas l'homme, l'individu, on ne peut pas parler de développement. Le développement, c'est l'ensemble des mutations structurelles profondes qui vont toucher tous les secteurs d'activité, y compris le social, y compris l'homme. Le développement, la notion, le développement, mais c'est un développement durable, un développement social, sociétal, etc. Donc, d'où l'intérêt de cette intervention, c'est très important.